Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes heureux de vous recevoir, monsieur le ministre, alors que le Sénat se prépare à l'examen du projet de loi de finances, à celui du financement de la sécurité sociale pour 2026, ainsi que du projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025. Merci beaucoup, monsieur le ministre, de vous rendre disponible et de venir devant nous ce matin. Mon interrogation centrale, monsieur le ministre, est la suivante. Comment donner de l'espoir aux chefs d'entreprise alors qu'ils ont été la cible de critiques virulentes et totalement injustifiées dans le débat public, et plus précisément à l'Assemblée nationale qui a par ailleurs voté des augmentations de charges en cascade. La première partie du projet de loi de finances alourdit en effet à ce jour d'un peu plus de 43 milliards d'euros la charge pesant sur les entreprises. Le plus gênant est que le gouvernement suive, sans contester, ce défoulement fiscal contre les entreprises. Revenons ainsi sur une parole donnée il y a moins d'un an, et ce sans concertation et sans étude d'impact préalable. Cela ne concerne pas seulement les entreprises, mais tout l'écosystème entrepreneurial qui soutient les actions d'innovation et de développement dans nos territoires, qui vont subir les répercussions des rabots présentés dans le projet de loi de finances de fin de gestion pour 2025. Je pense par exemple aux chambres de commerce et d'industrie, dont les prélèvements sur fonds de roulement ne semblent absolument pas tenir compte des conséquences des baisses déjà actées. Je pense également au Crédit de France 2030, dont l'action se mesure dans le long terme et favorise l'innovation, essentielle à notre compétitivité, comme l'a rappelé le prix Nobel d'économie Philippe Aghion. J'y vois deux conséquences. Tout d'abord, ces décisions ont ruiné la confiance des acteurs économiques dans la parole de la France. J'en ai rencontré bon nombre ces derniers temps, je peux vous dire qu'ils sont comme ça. Les investisseurs, qu'ils soient français ou étrangers, ne veulent plus miser sur notre pays et les effets de cette défiance vont se faire ressentir rapidement. La deuxième conséquence, c'est que l'on nous donne toutes les raisons de penser qu'il n'y a plus aucun pilotage stratégique pour notre économie, plus aucune vision à moyen ou long terme. On prend simplement de l'argent là où il en reste encore, sans se soucier des conséquences, et sans réfléchir aux économies que l'on pourrait envisager par ailleurs. Au contraire, on repousse et on suspend la réforme des retraites. Vous qui connaissez si bien le monde de l'entreprise, pouvez-vous nous dire comment le gouvernement va aborder l'examen du projet de loi de finances au Sénat? Quels signaux va-t-il pouvoir adresser aux patrons de TPE, de PME, d'ETI, mais aussi des plus grandes entreprises pour leur redonner confiance et les convaincre de continuer à créer de la richesse en France? J'aimerais aussi avoir votre position, bien évidemment, sur le pacte Dutreil, plus attaqué que jamais par méconnaissance des enjeux de la transmission d'entreprise, et alors que nous sommes face au départ massif des chefs d'entreprise dans les années à venir. Je crois qu'on chiffre entre 6 et 700 000 le nombre d'entreprises qui vont rentrer en transmission dans les 10 ans qui viennent. Je le répète, ce pacte est essentiel pour le maintien des entreprises dans nos territoires et la défense du fabriqué en France, et le Sénat se mobilisera pour le défendre. Enfin, comme vous le savez, je viens de déposer, ça date d'hier, une proposition de loi visant à réduire les retards de paiement pour lutter contre les défaillances d'entreprises. J'avais entrepris ce travail l'été dernier dans le cadre d'échanges avec Véronique Louwagie, mais j'ai souhaité aborder également le sujet des retards imputables aux acheteurs publics. Même si les retards dus au privé représentent 70%, ces derniers représentent, concernant l'achat public, quasiment 30% des retards de paiement. Et nous ne pouvons pas prétendre lutter contre la défaillance des TPE et PME en jetant un voile pudique sur les turpitudes du public. J'aimerais par exemple savoir si l'idée du fonds d'affacturage public recueillera votre soutien dans la suite du processus législatif. Monsieur le ministre, je vais vous laisser une vingtaine de minutes de propos liminaires et après je laisserai la parole à mes collègues afin qu'ils puissent également vous poser des questions et dans un temps d'échange en visant une fin d'audition à 10h30 maximum. Je rappelle que cette audition est retransmise en direct puis en vidéo à la demande sur le site internet du Sénat. Monsieur le ministre, c'est avec plaisir que nous vous écoutons. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Tout d'abord, moi aussi, je tiens à vous remercier pour votre invitation. Je me présente devant vous avec beaucoup d'humilité en tant que ministre venant de la société civile qui n'a pas l'habitude de cet exercice, même si nous étions vus, Président,
pour Egalim, mais il y a quelques années, bon, bah, c'était dans un contexte où j'avais la parole un peu plus libre. Donc là, en tant que ministre, je fais attention aussi. Bon, écoutez, la semaine dernière, juste, j'ai bien noté, j'avais préparé un petit propos et puis j'ai vos questions aussitôt sur le bloc de 20 minutes que vous m'octroyez. Donc on a vécu une semaine dernière intense. C'était la suspension de Shine, l'ouverture des colis à Roissy, le salon du Made in France, le déplacement sur le thème du commerce en centre-ville. Je me suis déplacé à Saint-Quentin. Donc il y avait, comme on dit, des synchronicités, des espèces de hasards. Et bon, comme disait Pasteur, le hasard ne sert que les esprits préparés. Eh bien, c'est comme si on s'était préparé à ça, parce que finalement, ça a inspiré notre feuille de route. Et moi, j'y vois là un signe à la fois défensif pour une stratégie contre Shine, qui incarne toutes les plateformes, et puis sur une stratégie un peu offensive, du coup, sur le commerce en centre-ville, le Made in France, voilà, que l'on souhaite porter aussi. Donc, ce matin, je voulais profiter de cette audition pour partager aussi cette feuille de route qui est sur plusieurs priorités. La première, c'est soutenir nos entreprises et nos savoir-faire. J'ai fait référence au salon du Made in France qui a battu tous les records de visite cette année, 120 000 entrées, c'est quand même pas rien. On voit bien qu'il y a un engouement là qui est en train de se produire. Beaucoup d'entreprises qui étaient fières d'être là. Améliorer le pouvoir d'achat, notamment par le partage de la valeur, ça c'est le deuxième point. C'est quelque chose qui me tient à cœur, pas depuis 3 semaines où je suis ministre, mais vraiment c'est une conviction personnelle que je porte depuis de nombreuses années à la tête de mes entreprises personnelles et même à la tête du groupement à l'époque Système U. Et puis redynamiser le commerce et protéger les entreprises du commerce avec la mise en place du plan d'action centre-ville. Donc produire et soutenir nos entreprises et nos savoir-faire. Nos TPE et PME, elles créent de l'emploi, elles innovent, elles font vivre nos territoires, mais elles sont trop souvent confrontées à des démarches administratives trop lourdes et à des difficultés pour se projeter dans l'avenir. Elles ont besoin de stabilité, Monsieur le Président. On a besoin, je pense que ce pays a besoin de stabilité, vraiment. Moi d'ailleurs, à titre personnel, si en tant que représentant de la société civile, j'ai rejoint Sébastien Lecornu, c'est vraiment pour essayer modestement de l'aider à ça. Parce que quand on n'a plus de stabilité, quand on n'a plus de visibilité, c'est compliqué d'entreprendre. Donc des démarches administratives un petit peu lourdes, je le disais, et c'est pourquoi ma priorité, c'est de soutenir évidemment la production et le développement de ces entreprises. Et pour cela, nous devons continuer de simplifier leur quotidien. Je m'y emploie en agissant au niveau réglementaire, dans l'attente de la CMP, de la Commission mixte paritaire, sur le projet de loi de simplification de la vie économique, qui a connu de nombreuses vicissitudes. Et en appui des parlementaires, à qui revient le vote final, nous veillerons à préserver les acquis du texte, auxquels je sais que vous êtes attachés. Je pense notamment aux mesures en faveur du commerce sur la mensualisation des loyers, le plafonnement des dépôts de garantie et aux mesures en matière d'accès à la commande publique, puisque la commande publique, c'est 175 milliards d'euros, c'est quand même quelque chose d'important pour les PME. Évidemment, je pense aussi au test PME, un dispositif indispensable, et je sais que c'est cher à la délégation sénatoriale, aux entreprises, et je le sais, cher à vous, Monsieur le Président. Je souhaite également protéger nos PME et TPE et donc protéger leur trésorerie et assurer leur viabilité financière. Si 25% des défaillances s'expliquent par des problèmes de trésorerie, les retards de paiement inter-entreprises représentent 15 milliards de trésorerie au détriment des PME. C'est énorme. Et nous souhaitons avancer et nous soutiendrons bien sûr la délégation sénatoriale pour rehausser le plafond des sanctions et faciliter le recouvrement des créances commerciales qui sont non contestées. Je serai de votre côté, Monsieur le Président, sur cette question-là. Voilà. Enfin, la transmission d'entreprise. Enjeu majeur, non seulement pour nos territoires, mais également, c'est un enjeu de souveraineté économique avec notre pays. Moi, je pense que c'est un pacte aussi avec la France, cet enjeu du Dutreil.
il y a en effet un vrai défi démographique qui se présente à nous. Vous avez parlé de 700 000, Monsieur le Président, transmissions. J'ai un chiffre plus prudent de l'administration qui parle de 500 000 dans les 10 ans, mais c'est énorme. Très prudent, je confirme. Et donc, on doit accompagner ces transmissions pour que ça se fasse dans les meilleures conditions. C'est tout l'enjeu du pacte Dutreil qui est maintenu. Il a eu quelques modifications sur la durée. On est passé à 8 ans, 6 plus 2 versus 4 plus 2. L'âge, entre 18 et 60 ans. Et le débat qui va s'ouvrir au Sénat va discuter, bien sûr, de la partie biens personnels. On a évité les biens somptuaires, ce qui paraît logique. Après, les biens personnels, c'est toujours un peu le débat qu'on a à l'Assemblée. C'est quelque chose d'important, je le pense, parce que pour avoir accompagné, moi, des repreneurs, dans les biens personnels, il y a souvent les fonds propres disponibles pour faire ce qu'on appelle s'acquitter de la dette senior. Parce que quand on rachète une entreprise, bon, il faut un peu de fonds propres. Il y a une dette qui est constituée par l'acheteur. Et à ce moment-là, la partie bien personnelle, c'est aussi de la trésorerie disponible pour le repreneur, pour l'achat. Il faut le voir comme ça. Et moi, j'essaie vraiment de convaincre pour qu'ensuite on puisse régler le curseur. Et j'attends avec vraiment détermination les débats du côté du Sénat pour que nous réglions le curseur au bon endroit sur cette affaire-là. Et puis, il sera intéressant de faire la promotion d'un pacte Dutreil salarié. Il existe des choses. Il faut les ressortir, les promouvoir. Et puis aussi, il faudra peut-être toiletter un petit peu tout ça, parce que le Dutreil salarié pour les TPE, la reprise par les salariés, c'est un enjeu important. Souvent, c'est le salarié qui est intéressé par la reprise. Et puis, il y a tout l'enjeu aussi des collaborateurs qui reprennent. Il y a actuellement une tendance intéressante, des SCOP, par exemple, qui se construisent, et avec succès. Alors, le tourisme aussi. C'est un secteur majeur de notre économie. Ça fait partie de mon portefeuille. Mais c'est surtout une vitrine de notre culture, de notre influence dans le monde. C'est 8% de la richesse nationale. Je rappelle quand même que cette année, Monsieur le Président, notre pays va finir à une croissance de 0,7, on parle même de 0,8, grâce en partie au tourisme. Donc on est aussi la plus forte croissance des grands pays d'Europe. Dans le tourisme, on a 2 millions d'emplois qui sont non délocalisables et 70% des dépenses viennent des Français eux-mêmes. C'est du concret, c'est du local, c'est du vivant. Et pour 2030, je voudrais fixer 2 caps ambitieux. Le premier, on pourrait atteindre, c'est réalisable, 100 milliards d'euros de recettes internationales. Nous le pouvons. C'est un objectif possible. Et pour cela, il faudrait diversifier notre offre avec notamment l'agrotourisme. Je sais que vous y êtes sensible. On a une marge de progression énorme. Il y a des pays qui sont très bien structurés, notamment je pense à l'Espagne et à l'Italie dans ce domaine. Il y a beaucoup de possibilités. Je suivrai avec ma collègue Annie Genevard les propositions de la sénatrice Sylviane Noël et du député Anthony Brosse en mission pour lever les freins au développement de la filière. Et donc, on a là une poche de croissance pour le tourisme intéressante. Et puis, deuxième cap, faire de la France la première destination durable du monde pour un tourisme qui crée de la valeur sans épuiser le vivant. Et là, on a un enjeu important de leadership, d'être la première destination de tourisme durable dans le monde. C'est un vrai leadership, c'est une vraie singularité. Et je le pense d'autant plus avec tous nos enjeux pour les JO 2030, où il y a aussi, on le sait, un peu de controverse de ce point de vue-là. Il faudra affirmer notre volonté d'être très robuste sur les questions du développement durable. Après, améliorer le pouvoir d'achat, j'en ai parlé, c'est avant tout le partage de la valeur. Ainsi, nous voulons faciliter le recours à l'intéressement, à la participation et à l'actionnariat salarié dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. J'ai proposé de défiscaliser la prime d'intéressement lorsque le salarié en demande le versement immédiat, qu'il puisse le faire tout de suite et maintenant, parce que malheureusement, les dispositifs sont toujours fléchés vers l'épargne actuellement. On est à
20% d'épargne, là, à l'heure où on se parle. Voilà. Donc il faut aussi qu'on puisse faire de la consommation immédiate. C'est ce que m'ont demandé aussi les chefs d'entreprise de ce côté-là. Et plus largement, je souhaite porter au débat l'importance des outils de partage de la valeur, donc intéressement, participation, prime de partage de la valeur, en faciliter l'accès et surtout le développement pour les PME, où on voit bien que là, il y a encore des possibilités. Autant dans les grands groupes, les choses sont plutôt bien faites de ce côté-là, il faut dire, mais pour les PME et singulièrement les TPE, on a à provoquer voilà, quelque chose qui va booster un peu cette idée du partage de la valeur. Enfin, nous voulons libérer les freins à la consommation. Cela passe par la fiscalité incitative des donations intergénérationnelles. Il faudrait vraiment qu'on puisse avoir des facilités pour que la génération, bon, la mienne, voilà, qui, par exemple, puisse voilà, aider les générations en dessous facilement. Je pense notamment sur ce qui est la partie épargne, et en contrepartie d'un effort particulier aussi qui pourrait être fait sur l'éducation financière, notamment pour prévenir le surendettement. Donc, ce serait le moment de faire de la pédagogie. Il faut redynamiser les commerces et protéger les entreprises. J'ai parlé de l'actualité de Shein, on aura peut-être on doit avoir l'occasion d'en reparler. On a vraiment, on s'est vraiment mobilisé. On est voilà, mobilisé. L'État est mobilisé. Mes collègues, ma collègue, la ministre des Comptes Publics, est mobilisée. Le ministre de l'Intérieur aussi. Donc il y a là une victoire déjà qui a été, qui est à noter, c'est l'arrêt de la marketplace, c'est quand même pas rien. Voilà, et puis le dossier est entre les mains du parquet. Et je dirais d'autres plateformes vont faire l'objet aussi de contrôles accrus. Donc voilà pour la partie défensive. Pour la partie un petit peu plus offensive et dynamique, j'ai annoncé il y a quelques jours un plan ambitieux, un plan d'action ambitieux qui s'appuie sur le rapport de Frédéric Macarez, la maire de Saint-Quentin, Dominique Schelcher, le PDG de Coopérative U, et Antoine Saint-Oyan, qui est le directeur de la Banque des Territoires et qui avait été demandé par ma prédécesseure, Véronique Louvagie. Donc il arrive au bon moment. Sans viser l'exhaustivité de ce rapport, il y a 3 ou 4 points que je veux partager avec vous rapidement. C'est le soutien aux foncières. Donc là, on a un outil intéressant pour le commerce de centre-ville avec un engagement fort de la Banque des Territoires qui prévoit d'y affecter 150 millions d'euros. Il y a 90 foncières qui existent et c'est vraiment un outil intéressant pour réouvrir des commerces, les agrandir et ça sera sans doute un enjeu pour les actions cœur de ville à venir. Le rôle du manager de commerce, donc ça c'est un outil humain qui est un métier intéressant pour les villes parce qu'il va être l'interface entre les commerçants et les municipalités. Et parfois, quand il y a des travaux, des rues qui deviennent piétonnes, ça permet d'avoir un dialogue et un débat avec les commerçants, puis d'animer aussi la vie du commerce. Et aussi, on voudrait renforcer le pouvoir des maires pour développer des politiques locales de dynamisation. Et ça passera notamment par l'adaptation de la taxe sur les friches commerciales afin de protéger les rues marchandes de la vacance commerciale qui atteint désormais 14%, avec une trajectoire qui est pas bonne. Donc, il faut se mobiliser. Voilà. Mesdames, messieurs, monsieur le Président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce que nous voulons, c'est une économie dans laquelle chacun peut travailler, consommer et investir avec confiance, où nos entrepreneurs ne sont pas freinés par des obstacles inutiles et où les citoyens voient leur pouvoir d'achat préservé et renforcé. Et je crois que ce que j'ai évoqué en termes de stabilité y contribuera beaucoup. Voilà, donc je vais répondre maintenant à vos questions et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Juste un petit point sur, vous avez parlé du pacte du Treil, comme je vous avais sollicité. Bien évidemment que la piste de transmission à des salariés est une piste. J'avais commis il y a quelque temps un rapport sur la transmission d'entreprise au sein de la délégation.
n'hésitez pas à aller chercher les infos dans les rapports du Sénat qui sont souvent transpartisans, très fouillés et qui sont très pertinents. C'est une manne d'informations et de préconisations. Et dans les préconisations du rapport sur la transmission d'entreprise, il y avait également cette piste à développer de la transmission aux salariés, d'un Dutreil aux salariés. Et puis un autre petit mot, toujours sur Dutreil. Une chose qu'il faut bien qu'on se dise et qu'on ne laisse pas croire n'importe quoi à nos concitoyens, la transmission des biens personnels est interdite dans le cadre d'un pacte Dutreil, qu'on soit sur des biens somptuaires ou autres biens, c'est interdit. Donc arrêtons de faire croire qu'il y a de la transmission de biens personnels, de biens somptuaires par Dutreil. C'est interdit et même le notaire qui viendrait à le faire se trouverait. On a eu l'occasion la semaine dernière d'auditionner ici même, enfin dans une autre salle, mais au Sénat, Renaud Dutreil, qui a été très clair sur le sujet. Après, quand il s'agit de trésorerie, bien malin celui qui est capable de dire si la ligne de trésorerie transmise par Dutreil est trop, pas assez, d'un niveau... ça fait partie... Déjà, ça a subi 25% d'impôt sur les sociétés. Et en plus, c'est quand même une réserve qui permettra à un certain moment soit de réinvestir, soit de développer l'entreprise. Mais on ne peut pas considérer cela comme des biens personnels. Donc, je pense que les choses sont assez claires sur le sujet. La loi a été plutôt bien faite. Je refuse totalement, et je le précise, qu'on appelle ça une niche, parce que ce n'est pas une niche, c'est un dispositif de transmission mis à disposition des entreprises pour assurer la continuité et faire en sorte que nos PME deviennent, vous savez qu'il faut, c'est pas vous que je vais l'apprendre, entre 21 et 23 ans pour qu'une belle PME puisse devenir un jour une ETI. Si on n'a pas ce dispositif sous le coude, ça sera bien difficile. C'est déjà difficile de travailler sur la pérennité de nos entreprises. Je rappelle qu'au moment où Dutreil a été mis en place, l'Allemagne avait 3 fois plus d'ETI que nous. Chez nous, il n'y avait pas de développement d'ETI. Au contraire, on en perdait. Depuis, c'est plus 80% d'ETI en France. Bon, l'Allemagne a été plus vite aussi, puisqu'elle a toujours 3 fois plus d'ETI que nous. Quand nous sommes à 6 000 et quelques, sont à plus de 18 000. Mais en attendant, il y a eu une énorme lancée sur les ETI en France. Et rappelons que les ETI, toutes les entreprises sont importantes, mais ce qui fait la force des ETI, c'est leur capacité d'exportation et leur résistance aux différents aléas économiques, et qu'elles sont d'une grande utilité aussi pour nos petites et nos très petites entreprises, parce que c'est des donneurs d'ordre. Et moi, je refuse carrément cette ambiance qui vise aujourd'hui à... Enfin, c'est un peu... le leitmotiv aujourd'hui un peu populiste, c'est de remonter les uns contre les autres, les petites, les moyennes entreprises contre les grandes, les salariés contre les patrons. Enfin, il ne faut pas oublier que tout ça fait partie d'un écosystème. Les petites et les moyennes entreprises ont besoin des grandes et des très grandes, comme elles-mêmes ont besoin des plus petites. Quand on auditionnait Bernard Arnault sur la commission d'enquête sur les aides publiques, il a dit clairement, moi si demain j'ai pas dans tous les territoires de France des petits artisans capables de travailler le cuir, capables de faire un travail de précision et d'orfèvre sur le cuir, je suis incapable de vendre un sac à main LVMH fabriqué en France, quoi. Donc ça, c'est un écosystème. Et si on tape les grands, on tape les petits. Et si on tape les petits, on tape les grands aussi. Voilà, faut pas l'oublier, ça. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vais donner la parole à mes collègues qui sont quasiment tous volontaires pour vous poser une question. On va faire 2 questions à la fois. Donc merci, chers collègues, d'être le plus précis et le plus concis possible. Et n'oubliez pas de vous présenter en début de questions. C'est très important. Et on commence par Lauriane Jossande et Pierre-Antoine Lévy. Merci, Monsieur le Président. Donc, Lauriane Jossande, sénatrice des Pyrénées-Orientales. Monsieur le Ministre, j'ai 2 questions. Une première sur la simplification administrative et le fameux « dites-le-nous une fois ». Ont été dénombrés pas moins de 1800 CERFA qui s'appliquent aux différentes obligations administratives des entreprises. C'est devenu un véritable enfer. Vos prédécesseurs s'étaient engagés à ce que soit supprimée toute cette paperasse, en tout cas la multiplication de ces CERFA, et avec un engagement de Bruno Le Maire notamment à réduire à 80% d'ici
d'ici 2026 ces CERFA et 100% d'ici 2030. Véronique Louwagie, donc votre prédécesseur, avait elle identifié donc 115 CERFA supprimés depuis. Voilà où nous en sommes. Donc nous sommes loin du compte et pourtant sur le terrain, malgré la suppression de cette centaine de CERFA, nos entreprises ne voient pas les effets de ce début de suppression. Il serait important, à l'heure où tout le monde parle de la simplification, qu'une évolution positive soit rapidement ressentie par nos TPE-PME. Donc, qu'est-ce que vous entendez faire? Comment entendez-vous régler ce problème? Et bien sûr, vous inscrivez-vous dans les pas de vos prédécesseurs, je n'en doute pas, mais comment y procéderez-vous, puisque semble-t-il, ils n'y sont pas arrivés eux-mêmes à ce jour. Deuxième question, et pour envoyer également un rapport dont je vous conseille la lecture, que nous avons commis dans le cadre de cette délégation, un rapport intitulé Entreprises et climat sur la transition écologique donc applicable, vécue et produite par les entreprises, puisqu'elles sont un formidable vecteur de transition écologique et que sans elles, rien ne se fera. Nous avons constaté notamment que les TPE-PME étaient les grandes oubliées de cette transition écologique et des politiques publiques, en tout cas, tendant à leur permettre de réduire leurs émissions de CO2 et à produire donc une économie durable. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Alors effectivement, il y a des préconisations dans notre rapport également. Je serai avec mes co-rapporteurs enchanté de pouvoir en discuter avec vous. Mais donc avez-vous prévu des actions spécifiques sur la transition écologique en faveur et à destination des TPE-PME? Merci. Madame la sénatrice, merci de... Non, pardon, monsieur le ministre. On va faire deux questions à la fois, si vous voulez bien. Excusez-moi. Pierre-Antoine Lévy. Oui, ok. Oui, alors moi, monsieur le ministre, merci. Je vais aborder deux sujets. Le sujet des CCI et ensuite le sujet des gîtes ruraux, puisque vous en avez parlé. Concernant la trésorerie des CCI, déjà, rappelons que l'État a prélevé 1 milliard d'euros en 13 ans sur le réseau des CCI. Malgré cela, les CCI ont réduit leurs effectifs de 56%, passant de 1200 à 700 collaborateurs, tout en maintenant leur mission. Or, le projet de loi de finances 2026 prévoit une nouvelle réduction de 33% des ressources publiques allouées aux CCI, ce qui pourrait entraîner la suppression de plus de 3000 emplois, un chiffre équivalent à l'ensemble des suppressions de postes prévues dans la fonction publique dans le même budget. Cette coupe intervient alors qu'une trajectoire de stabilisation avait été actée avec un retour exceptionnel de 100 millions d'euros sur la période 2024-2026. Alors on a l'impression que chaque année on parle de la CCI, parce que chaque année on change les règles en fait. Et donc on avait réussi à trouver un mode de fonctionnement qui vient aujourd'hui être chamboulé par la nouvelle coupe budgétaire. Pourtant, l'efficacité économique du réseau consulaire est démontrée. Selon l'étude OpinionWay de 2024, les entreprises accordent au CCI une note de satisfaction de 8,3 sur 10. Le réseau a créé en 2023 au minimum 2 860 millions d'euros de valeur pour 525 millions d'euros de taxes versées. C'est un effet de levier de 1 à 5. Concrètement, en 2024, rien qu'en Occitanie, les CCI ont accompagné 130 000 entreprises, des porteurs de projets et formé 60 000 jeunes. Au niveau national, c'est plus d'1 million d'accompagnements qui ont été réalisés dans un contexte où 66 000 entreprises ont fait faillite. Notre rapport Financer l'entreprise de demain, que j'ai eu l'honneur de mener avec Fabien Gay et Pauline Martin, insiste sur les besoins d'investissements colossaux, cela a été rappelé par Lauriane Josiane, pour les transitions. Environ 40 milliards d'euros annuels supplémentaires, rien que pour les objectifs climatiques. Or, les CCI jouent un rôle central dans l'accompagnement de ces transitions, comme nous l'avons souligné dans notre recommandation numéro 6 sur l'information des PME-ETI en matière d'ouverture du capital et de renforcement des fonds propres. Plusieurs questions sur ce sujet. Comment justifiez-vous cette nouvelle ponction autrement que pour des problématiques budgétaires, alors que les CCI ont déjà largement contribué à l'effort de rationalisation et qu'elles génèrent, comme je l'ai dit, un effet de levier de 1 sur 5 sur l'économie, 1 à 5. N'y a-t-il pas une rupture de l'engagement pris par l'État? Et surtout, comment peut-on d'un côté fixer des objectifs ambitieux de transition écologique et de réindustrialisation avec France 2030, ou les territoires d'industrie, et de l'autre priver les TPE-TME du principal réseau public capable de les accompagner dans ces transformations? Alors, comment le gouvernement compte-t-il combler ce vide si les CCI n'ont plus le moyen d'assurer ces missions? Avec le budget tel qu'il est présenté, c'est presque 55 chambres consulaires qui feraient faillite.
faudra les remplacer. Deuxième sujet que je voulais aborder, c'est le sujet de la modernisation du cadre réglementaire des gîtes de France et du tourisme. Je souhaite vous attirer votre attention sur une difficulté réglementaire qui pénalise le réseau Gîtes de France et le tourisme rural dans nos territoires. Le réseau Gîtes de France, acteur reconnu du tourisme rural depuis 1955, se heurte à l'application de l'article 68 du décret du 20 juillet 1972 relatif à la loi Hoguet. Cette disposition interdit aux intermédiaires de percevoir des acomptes de plus de 6 mois avant la remise des clés pour les locations saisonnières. Si cette règle était justifiée en 1972 pour protéger les consommateurs, elle s'avère aujourd'hui totalement inadaptée aux pratiques contemporaines des réservations touristiques et notamment d'Airbnb. Concrètement, cette contrainte empêche les vacanciers de sécuriser leur réservation anticipée par un acompte immédiat, génère une complexité administrative considérable pour les centrales de réservation départementales et fragilise les réservations en l'absence d'engagement financier immédiat du client. Le réseau Gîtes de France, labellisé et contrôlé, se trouve ainsi en situation de concurrence déloyale face aux plateformes comme Airbnb ou Abritel qui ne sont pas soumises aux mêmes règles. Dans mon département du Tarn-et-Garonne, comme dans de nombreux départements ruraux, cette contrainte pénalise les propriétaires de gîtes, souvent des agriculteurs, artisans ou retraités, qui ont investi pour valoriser leur patrimoine et générer un complément de revenus. 3 questions rapides. Le gouvernement envisage-t-il une modernisation de l'article 68 du décret de 72 pour créer une dérogation en faveur des opérateurs labellisés comme Gîtes de France? Comment comptez-vous rééquilibrer les règles de concurrence entre les acteurs historiques labellisés du tourisme rural et les plateformes numériques qui échappent largement à la réglementation? Et enfin, quelle est votre stratégie pour soutenir le tourisme rural et les réseaux comme Gîtes de France, acteurs essentiels de l'animation de nos territoires et du maintien d'une activité économique dans les zones rurales? Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, je vous laisse répondre à ces plusieurs questions. Madame la sénatrice, monsieur le sénateur, merci de vos questions concernant la simplification. Alors, si vous demandez à un chef d'entreprise s'il y a trop de formalités, ça c'est sûr, moi je vous répondrai sans hésiter oui. Alors, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui concernant les CERFA? Il y a 1800 CERFA, dont 500 qui dépendent de Bercy, donc on s'améliore. Il y a la suppression des 200 CERFA cette année et ça va se poursuivre, hein. On va essayer de supprimer les CERFA et en éviter de nouveaux en faisant simple. Alors après, sur toute la partie simplification, qui quand même, c'est énorme, on me dit que ça représente plus de 3% de notre PIB, la complexité, c'est quand même considérable. Alors pour lutter contre la bureaucratisation excessive, il faut s'attaquer au flux et au stock de normes. Alors, sur le stock, on a cette suppression des CERFA, je vous confirme. Il faut bien sûr aller encore plus loin et poursuivre la revue des normes existantes en questionnant leur pertinence, hein. Alors, ça sera intéressant d'ailleurs après avec les tests, là, parce que là, si on rajoute des normes, on aura la capacité à tester tout de suite, hein. Il faut la loi passer. Et puis, sur le flux, il faut évidemment parler du test PME qui demeure un moyen efficace de filtrer les bonnes et les mauvaises idées. C'est aussi un moyen de tester et mesurer le coût, hein, d'une norme. Donc voilà, on est vraiment, comment dirais-je, derrière cette loi de simplification qu'on va reprendre, hein, là, dès que les choses seront un peu plus calmes au niveau du budget, Monsieur le Président. Je compte bien m'y attaquer, même si j'ai dit comme ça avec un petit trait d'humour que vouloir simplifier c'était parfois un peu compliqué. mais bon, on va être sur le ballon comme on dit, hein, aussitôt qu'on va pouvoir. Donc voilà, sur la transition écologique. Voilà. Alors ça c'est un sujet très important. Pas simple, parce que il y a 99% des entreprises doivent participer à la transition écologique, hein. Alors, moi, si je prends un secteur que je connais bien, qui est la partie PME agroalimentaire, hein, je prends cet exemple, qui pourra après inspirer d'autres. Mais on a un sujet sur la décarbonation quand l'industrie doit, par exemple, changer ses chaînes. Je vais vous prendre un exemple. Je vais visiter une usine d'une grande coopérative qui s'appelle Sodial, donc qui fait les yaourts Yoplait. Donc je discute avec les dirigeants
Et je dis, mais comment vous allez faire? Parce que le plastique, les pots de yaourt voilà, sont en plastique et sur les énergies fossiles, la décarbonation. Et ils me répondent, bah, écoutez, nous, on voudrait bien, mais il nous faut du temps, parce qu'il faut changer les chaînes. Changer les chaînes, ça veut dire qu'il faut avoir une visibilité d'au moins une durée d'amortissement, c'est-à-dire 5 à 7 ans. Or, quand les négociations telles qu'elles sont vécues aujourd'hui, dans tout le contexte PME, TPE, mais c'est vrai pour tout, hein, si on ne donne pas le temps, c'est-à-dire qu'il va falloir changer un peu les mentalités pour aller sur le temps un petit peu plus long, sur le rapport de force. Si on veut rentrer dans une stratégie de décarbonation et de respect des transitions, il faudra que, sans doute, les négociations en tiennent compte. Ça renchérira pas forcément les prix, mais l'investissement dans ces cas-là qu'il faudra faire, il a besoin de visibilité. Ça se comprend. Et or, aujourd'hui, on n'est pas dans cette perspective-là. Donc, il faut intervenir. J'ai commencé dans ce domaine-là à intervenir sur les choses qui sont dans mon secteur. Voilà. Pour la partie CCI. Alors ça, c'est un sujet qui n'est pas facile pour moi, monsieur le sénateur, vous le comprenez, parce que ce sont mes ouailles. Et en même temps, voilà. Si je peux me permettre, monsieur le ministre, on peut parler de CMA en même temps. CMA, parce qu'il y a un engagement qui a été pris par l'État, aussi bien CCI que CMA, et il y a une remise en question totale de la parole de l'État. On est d'accord. Donc, en tant que ministre du Commerce, évidemment, ça m'est revenu. Bon, on a un budget qui vise à la stabilité, je l'ai dit, mais qui recherche des économies. Voilà, ça. Donc, il y a plusieurs secteurs comme ça où il y a des dotations qui seront revues. Moi, je m'oppose, si je puis dire, à la radicalité de la somme. En même temps, j'ai fait un petit diagnostic. Bon, on n'est pas rendu loin, mais on voit bien qu'on a des doublons, si je puis dire, entre CMA, CCI. On pourrait mettre les chambres d'agriculture, on pourrait mettre l'ADEME, on pourrait mettre la BPI, on pourrait mettre même les régions. Donc il y a des doublons. Je ne fais pas de reproche, hein, c'est un constat. Donc ce que j'ai demandé, c'est qu'on puisse travailler à une optimisation des choses et notamment à une mutualisation des choses. Les choses que l'on peut faire. Je pense que les présidents des CMA et CCI sont d'accord sur le sujet. Hein. Ça voudrait dire que moi, je soutiendrais une proposition qui vise à mutualiser, faire ensemble ce qu'on appelle des back-office. On peut avoir des outils communs, ça peut être des lieux, ça peut être des outils informatiques, IA, etc. Et on pourrait peut-être imaginer qu'il y ait... alors, pas retenir ça, c'est un nom comme ça. Je ne dis pas que c'est le bon nom, mais c'est pour me faire comprendre. Une maison des entreprises dans laquelle on aurait une robustesse un peu de cet établissement plus solide et qui optimiserait des coûts, qui s'adresseraient à leur réseau, puisque les chambres des métiers s'adressent plutôt à l'artisanat, la chambre de commerce plutôt aux commerçants. Il ne s'agit pas, je ne suis pas pour, moi, une fusion par absorption, hein, ça me paraît compliqué. Hein, voilà. Mais en même temps, cette mutualisation, elle est possible. Et moi, je vais vraiment essayer de l'accompagner. Et on va essayer ensemble de trouver des choses. On ne sera pas à cette somme de 230 millions qui est demandée, qui est excessive, je connais. Et il faut qu'on règle le curseur, donc on est dans la partie un peu palabre, discussion, dans le bon sens du terme. Hein. Moi, je veux vraiment... je reconnais hein, le travail qui est fait par les chambres, hein, vraiment. Donc, il y a voilà, le travail de la Chambre des métiers qui a été engagé avec la régionalisation, et déjà un travail qui a porté ses fruits. De ce point de vue-là, il est intéressant. Et puis après, on voit bien, il y a des choses qui sont à géométrie variable, parce qu'il y a des chambres de commerce, notamment quand elles sont dans les métropoles. J'étais à Bordeaux l'autre jour, j'ai eu des gens de la chambre, bon bah ça va. Mais après, quand on est, par exemple, dans un département plus difficile, plus rural, c'est plus compliqué. Donc il faut aussi savoir
apprécier les choses de ce point de vue-là. Voilà, monsieur le sénateur. Oui, alors moi je partage. Hein, je suis d'accord. Hein, il y a une proposition. C'est intégré dans le projet de loi de simplification du Code du tourisme, hein, conformément aux conclusions du comité interministériel de juillet dernier. Donc oui, hein, à l'article 68, c'est ça. Hein, c'est ça. Et évidemment, moi en tant que ministre du Tourisme aussi, je suis très attaché, et issu d'une zone rurale, je suis très attaché à ce tourisme rural qui est aussi souvent, et je pense notamment à des agriculteurs pour qui c'est un complément de revenu intéressant aussi. Hein. Ouais. Oui, et ça s'inscrit complètement dans mon projet agritourisme. Merci, monsieur le ministre. Concernant les CCI et les CMA, je vais vous simplifier la vie. Il y a un plan qui a été mis en place dès l'année dernière sur 5 ans et qui leur permet également de pouvoir, parce que même si on a eu un peu de difficultés, moi je l'ai fait passer le message très fort aussi de mon côté sur une mutualisation, sur une rationalisation, parce qu'on avait, je crois, 60 ou 62% de doublons entre CCI et CMA. Ils ont mis en action. Ils ont décidé de le faire, aussi bien côté CCI que CMA, même s'il y avait des réticences un peu d'un côté par rapport à l'autre, encore jusqu'à l'année dernière. Mais il faut leur donner les moyens de le faire aussi. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, monsieur le ministre. Voilà. Et il y a un plan qui a été mis en place sur 5 ans. Enfin, qu'est-ce qui a plus de valeur que la parole de l'État? Et il faut que l'État respecte sa parole vis-à-vis de ses chambres consulaires. Merci Yves Bleuven et Michel Masset. Alors c'est Yves Bleuven. Bleuven. Merci. Non mais je me doute un petit peu du sujet d'intervention de Yves Bleuven. Oui. J'avais une question, mais j'aimerais en avoir deux. Une question rapide, simple. Monsieur le ministre, vous êtes concerné avec d'autres ministres sur la loi de simplification de la vie économique des entreprises. Vous aviez répondu il y a 15 jours avec un petit ton d'humour. Depuis, je sais que vous vous êtes concerté avec vos collègues. Quel est l'avenir de la CMP conclusive de la loi de simplification? Et la deuxième chose, pour revenir à ce qui a été dit sur la mutualisation, je suis complètement en phase avec ce que vous avez dit sur la mutualisation CMA et chambres de commerce, mais moi je pense qu'il faut être un peu plus ambitieux et moins petit bras. Il faudrait associer les communautés de communes et les régions sur la compétence économique, parce que le jour où on va mutualiser tous ces acteurs qui tournent autour, on va dire, de la vie économique sur notre territoire, on aura vraiment fait un grand pas d'efficacité et d'économie et de mutualisation. Merci. Merci Yves. Je rajoute juste que votre serviteur est très intéressé par la réponse sur la CMP simplification de la vie économique, puisqu'à l'intérieur, j'ai accepté d'y glisser ma proposition de loi sur le test PME, qui a été, j'ose le mot, flingué par l'Assemblée nationale, mais dont on a bon espoir de rétablir à son origine dans la CMP, et c'est d'une importance capitale pour nos entreprises. Donc vraiment très intéressé, et je vous rappelle que la PPL a été votée, à part quelques contre, quasiment à l'unanimité au Sénat. Michel. Merci Président, Monsieur le Ministre. Juste deux petits mots pour revenir sur les chambres consulaires et particulièrement les chambres de métiers et d'économie qui dans le secteur rural et dans le monde rural jouent un rôle extrêmement important. J'ai entendu votre message de vouloir mutualiser, en tout cas d'avoir une réflexion pour optimiser certains services. Mais de grâce, j'ai entendu également qu'on pourrait toucher aux petites rémunérations que touchent les apprentis en termes de cotisation ou autres. Je tiens à souligner les jeunes qui s'engagent pour faire des métiers manuels qui très souvent deviennent des artisans en plus localement dans nos territoires. Voilà, il faut plutôt les encourager à mon avis aujourd'hui. Deuxième point, j'aimerais connaître, Monsieur le Ministre, rapidement votre avis sur l'économie sociale et solidaire. Vous avez parlé de mode de partage. Est-ce que ça peut correspondre aussi à votre, pour partie à votre vision de l'économie, notamment dans la partie circulaire? Troisième point, c'est qu'on parle de simplification, mais derrière les entreprises, il y a aussi des documents d'urbanisme. Il y a peut-être des simplifications à faire aussi sur les PLU, PLUI et autres en termes de délai très souvent. Et le dernier point,
pour que tout le monde puisse poser des questions. Le dernier point, c'est la loi NOTRe. Moi, je m'interroge sur, et je regrette la perte de compétences pour les conseils départementaux. Parfois, les conseils départementaux portaient certaines parties économiques et ça marchait bien. Ça fonctionnait très très bien. Eh bien, ils ont dû les arrêter. Et vous savez quoi? Certains ont complètement disparu. Donc je trouve dommage, alors que les conseils départementaux portent les infrastructures routières, portent un aménagement du territoire qui n'est pas de lien direct avec l'économie. Et là, on pourrait réfléchir à une différenciation. Là où l'agriculture est forte, peut-être une compétence accrue dans l'agriculture, peut-être dans d'autres parties, mais en tout cas, je le regrette un petit peu. Merci, chers collègues. Juste pour un petit point, se préparent Anne-Sophie Romani et Martin Lévrier. Monsieur le ministre, je vous laisse la parole. Bien, alors pour la partie simplification, CMP du PJL, c'est toujours d'actualité. Hein. Il revient aux parlementaires aussi de s'accorder sur le texte. J'ai eu l'occasion de voir le député Travers aussi sur cette question il y a la semaine dernière. Et avec mes collègues David Amiel et Sébastien Martin, nous sommes à votre disposition. Moi, c'est vrai qu'au tout début, quand j'ai mis un peu le nez dans le texte comme ça, bon, il y a tellement de choses qui sont arrivées, je me suis dit, on va regarder ça. Et puis, voilà, j'ai bien vu, j'ai été sollicité. Puis quand même, le projet de simplification, ça a du sens, vraiment, ça a du sens. Donc, je m'engage vis-à-vis de vous, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, dès que voilà, le temps le permet, dès que nous aurons passé ce cap budgétaire, à revenir sur le projet de simplification. Voilà. Pour la partie... Oui, alors, bon, c'est sûr hein, qu'il faut... Moi, je partage complètement votre remarque hein, sur... le fait d'associer aussi les régions, d'associer parfois les communautés de communes sur les travaux. Il y a aussi, je le vois, pour avoir rencontré le patron de la Banque des Territoires, la BPI aussi qui fait des choses de ce point de vue-là. Donc il faut là aussi simplifier un peu les choses. Donc on va... comment dirais-je, porter ce projet aussi d'optimisation grâce à la mutualisation. Pour l'apprentissage. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai une expérience personnelle parce que je suis issu de l'apprentissage. Hein. J'ai été, voilà, mon premier travail, je tirais des palettes dans un magasin, j'avais 16 ans et j'ai vécu ça. Après, bon... j'ai fait le service militaire, puis j'ai eu l'occasion de faire une petite formation dans une chambre de commerce. À l'époque, celle de Nantes, vous voyez. Et c'était un stage chef de rayon. Donc moi, je suis vraiment sensible à ça. Et évidemment, le gouvernement tient à l'apprentissage. Pas question de le remettre en cause. Bon, par contre, on a des marges d'optimisation qui sont possibles. Par exemple, quand il s'agit de recruter un étudiant sorti d'une grande école de commerce dans une multinationale, bon, est-ce l'objet d'apprentissage? Voilà, c'est ça surtout qu'on veut éviter. Il y a aussi le permis de conduire, je crois, qui était financé, l'apprentissage, bon, ça, voilà, des choses comme ça. Mais autrement, sur le corps de l'intérêt des textes d'aide pour l'apprentissage, moi, je vais être soutien sur ce sujet. Parce que moi, j'ai tellement en plus vécu l'apprentissage comme il était nourri par l'échec scolaire. Longtemps, à l'époque, on disait les gamins qui sont... Alors qu'aujourd'hui, c'est un choix. Et ça va tout de suite vers l'emploi, le plein emploi. Tous les apprentis sont embauchés, 100%. Donc, il y a des besoins très, très importants. Donc, moi, je serai très soutien là-dessus. Alors, l'ESS. Gros sujet. Je suis allé à Bordeaux. C'est un pan très important de notre économie. Bon, là aussi, j'en viens. Hein, l'économie sociale et solidaire, bon, à but lucratif. Hein. D'ailleurs, on voit, c'est très intéressant de constater ça. Quand on regarde aujourd'hui, si vous prenez les banques leaders,
Crédit Agricole, Crédit Mutuel, BPCE, Caisse d'Épargne, elles viennent de l'économie sociale et solidaire. Elles sont leaders. Quand on prend chez les commerçants, c'est les coopératives qui sont leaders. Quand on prend chez les agriculteurs, toutes les grandes marques de coopératives agricoles, c'est eux qui sont leaders. Donc vraiment, moi j'y suis très attaché parce que moi j'ai vécu dans un groupement où chacun était patron, propriétaire, exploitant, donc était chez lui, mais impliqué dans l'action de groupe. Et c'est quoi l'économie sociale et solidaire? C'est des moyens mis en commun. Les grands réseaux comme ceux que j'ai fréquentés, on est à la fois chez nous, mais en même temps on s'occupe du collectif, et puis on achète ensemble les outils dont on a besoin pour la logistique, pour être compétitif. C'est même, je dirais modestement, c'est inspirant. Donc moi là-dessus, je serais très attaché à mettre en valeur, notamment l'exemple coopératif, évidemment d'où je viens. Et puis je m'aperçois, alors là c'est un peu un élan là qui est donné, parce que moi j'ai participé à des coopératives de chefs d'entreprise, mais il y a aussi maintenant des coopératives de salariés et qui vont plutôt bien. Bon, il y a le fameux exemple de Duralex dont on parle, mais il faut quand même le saluer, parce qu'autrement cette entreprise aurait déposé le bilan. Moi je fais mes courses dans un magasin du côté de La Rochelle qui est tenu par une SCOP. Aussi, voilà. Donc je suis aussi attentif à cette partie-là de l'économie sociale et solidaire, du mouvement coopératif qui structure, à mon avis, d'une bonne façon l'économie sociale et solidaire. Et puis il y a tout, il y a le partage de la valeur, du coup, parce que tout le monde est égaux dans ce secteur. Voilà, il y avait aussi la partie financement pour soutenir aussi les reprises, la redynamisation. Alors ça, c'est quelque chose, j'ai discuté avec la Banque des Territoires. Pour vous rassurer dans ce domaine, il existe des quasi-fonds propres qui sont très utiles, qui sont intéressants pour la reprise, qui sont portés par la Banque des Territoires et qui sont portés par, j'ai en tête la Banque Coopérative, qui a un fonds qui s'appelle Socorec. Et ça aide les repreneurs de l'économie sociale et solidaire à consolider leurs fonds propres, quand les fonds propres sont un peu justes. Parce que souvent, dans ces mouvements coopératifs, on a de l'entraide avec l'ensemble des coopérateurs, mais en même temps, il y a des banques qui sont spécialisées pour faire des quasi-fonds propres. Donc, on ne rembourse pas le capital tout de suite, ça reste. On paye les intérêts. Et au bout de 7-8 ans, voilà. Donc là, il y a un dispositif qui est intéressant. C'est tout. Voilà pour ces questions. Merci, Monsieur le Ministre. Anne-Sophie Romani et Martin Lévrier. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, 3 sujets pour ma part que je souhaiterais aborder avec vous. Alors, vous l'avez abordé dans votre propos liminaire, alors que les PME ne remportent qu'environ 30% de la valeur totale des marchés publics, leur poids majeur dans l'économie et la complexité administrative des appels d'offres continuent de freiner leur participation. Je voudrais savoir quelles mesures concrètes est-ce que vous envisagez pour simplifier ces procédures et renforcer l'accès effectif des petites entreprises à la commande publique. Et je me demande même si, quand on analyse finalement les tarifs qui sortent des marchés publics, ils sont souvent très élevés. Et j'en viens à me demander si on ne fait pas aussi payer cette complexité administrative par les prix qui sortent du marché. Parce que finalement, on passe beaucoup de temps sur l'administratif, c'est difficile pour les petites entreprises de répondre à la commande publique. Et est-ce que finalement, ce coût-là, il n'est pas répercuté sur le prix des appels d'offres et qui sortent du coup plus élevés, ce qui est embêtant pour nos collectivités territoriales parce qu'elles payent généralement beaucoup plus cher que si elles passaient un marché privé. Donc ça, c'était mon premier sujet. Mon deuxième sujet, il est sur la compétitivité des entreprises françaises, puisqu'on voit que, et on a vu les petits culottés en délégation aux entreprises, à la parole aux entrepreneurs,
déjà qui ne font qu'alimenter. Et puis sur le salon du Made in France, pareil, on a énormément d'entreprises françaises qui nous disent avoir recours à la vente en ligne. 27% des entreprises disposent désormais d'une solution numérique. Et certaines réalisent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires par ce canal-là. Et ça traduit en fait une volonté de compenser un coût du travail qui est environ 30% supérieur au coût du travail étranger. Donc on parle à la fois de proximité, de commerce de proximité, mais en même temps, pour nos entreprises françaises, elles ont recours à de la vente par correspondance et à de la vente en ligne pour essayer de rester compétitifs dans un marché où le coût du travail est plus élevé en France. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de dichotomie entre cette volonté d'avoir un dynamisme du tissu local et à côté obliger entre guillemets nos entreprises françaises à trouver des moyens de rester compétitifs et qui ne passent pas par la proximité? C'était ma deuxième question. Et mon troisième sujet, il relève du tourisme. La France demeure la première destination touristique mondiale avec plus de 100 millions de visiteurs en 2024 selon l'Organisation mondiale du tourisme. Mais elle ne se classe plus qu'au 4e rang en termes de recettes. Et ça m'interroge. Justement. J'ai bien entendu votre ambition des 100 milliards. Aujourd'hui, on est à peu près à 71 milliards d'euros, selon les alliances France Tourisme. Alors, comment expliquez-vous ce paradoxe entre un afflux record de touristes et de retombées économiques moindres? Qu'est-ce qu'on peut envisager? Quelles actions peut-on envisager pour renforcer la valeur ajoutée du tourisme français, notamment au bénéfice des PME du secteur? Je vous remercie. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre. Alors j'étais venu avec une question en tête, il ne m'en reste que 3, donc ça va, je vais essayer d'aller vite. Les 2 premières concernent en fait plutôt le pouvoir d'achat entre guillemets. Le pouvoir d'achat pour moi il commence en fonction du salaire et non pas en fonction d'autre chose. Et on a de plus en plus, il y a eu un certain nombre de rapports dont le dernier qui a été fait ici. Et je pense à une prime en particulier qui est la prime d'activité. Est-ce que vous pensez que la prime d'activité est un sujet qu'on pourrait remettre en cause? Parce que pour moi c'est un frein terrible à l'augmentation des salaires, puisque quand vous augmentez le salaire, quand les salaires sont bas dans une entreprise, la prime d'activité baisse, donc résultat, les salariés n'en veulent pas. Ça m'est arrivé. Ça, c'est mon premier sujet. Le deuxième, et vous avez parlé de l'intéressement et de la participation, je suis parfaitement d'accord, mais il y a un angle mort dans cette histoire depuis toujours, ce sont les associations. Il arrive que des associations ne fassent pas de bénéfices, ça va de soi, mais font des excédents. Et il y a des associations qui ont beaucoup de salariés. Comment faire participer ou faire bénéficier, entre guillemets, ces salariés d'associations qui participent bien évidemment à l'excédent, parce que sans les salariés, on ne peut pas faire d'excédent. Et moi, j'ai une idée toute bête, ça serait de créer un plan d'action des associations. Un plan d'entreprise, pardon, un plan d'épargne, dites non, un plan d'épargne associatif qui permettrait peut-être de valoriser les salariés qui sont toujours dans un angle mort des lois. On ne parle jamais du monde associatif qui embauche. Enfin, moi j'étais en association avant, j'avais 300 salariés. Et puis ma dernière question, on en a déjà parlé plusieurs fois concernant l'apprentissage, mais sous un autre regard peut-être, qui est, on parle beaucoup de réforme des retraites, c'est vrai qu'on parle des vieux, on parle de notre départ. Je trouve pas ça très... donner beaucoup de perspectives. L'apprentissage devrait être une perspective pour les jeunes et dans les formations de niveau assez élevé, avec la crise d'aujourd'hui, je remarque que les jeunes apprentis deviennent des variables d'ajustement. On embauche des apprentis parce qu'ils ne coûtent pas cher et qui sont immédiatement rentables parce qu'ils ont un bac+3, bac+4, bac+5, donc sont efficaces, mais on ne les garde plus. Et là, on a un vrai sujet qui, moi, me pose un vrai problème, c'est qu'on ne donne plus de perspective et peut-être qu'on est allé beaucoup trop loin. Dieu sait que je suis un défenseur de l'apprentissage, j'avais aussi un centre de formation. Je pense que nous devrions réfléchir aux aides que nous donnons, que l'État donne aux entreprises en fonction du diplôme proposé, c'est-à-dire plus d'aides pour le pré-bac, beaucoup plus d'aides, on a 5 000 € pour l'instant, peut-être 6 000, et baisser au fur et à mesure en fonction des diplômes proposés, ce qui permettrait aussi à certaines sociétés qui se sont énormément investies dans la création de centres de formation qui font des bénéfices très très importants avec des formations épouvantables en bac+4, bac+5, je ne les nommerai pas mais on les connaît tous, de limiter ce sujet-là et donc baisser c'est ce qui est les aides aux entreprises pour l'embauche, pour la prise d'apprentissage au niveau bac+3, bac+5. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Ça sera après le tour de Antoine Gull et Anne-Marie Nedelec.
Monsieur le ministre, je vous laisse pour l'instant répondre à nos deux collègues. Merci. Bien, Madame la sénatrice, pour les marchés publics. Donc les marchés publics en France sont un levier important pour les PME. Ça, je suis d'accord. Je vous ai cité le chiffre tout à l'heure de 175 milliards. Donc c'est quand même énorme. C'est un levier de croissance. Et 60% des entreprises titulaires de marché, quand même, il faut le savoir, sont des PME, hein, aujourd'hui. Pas forcément en valeur. Hein, en valeur. Bon. Alors, les actions portées par le gouvernement, c'est de mettre en place un process entièrement en ligne. Hein. Deuxièmement, simplification de la candidature. Donc, avec Fast Track, c'est sur la plateforme Place. Hein, donc, ça, c'est un amendement sénatorial. Hein, voilà, donc, et à l'étude, relever les seuils de publicité et de mise en concurrence. Donc, moi, je souhaite vraiment favoriser l'accès aux PME locales aux marchés locaux. Donc, ouais, bon, après, il faut qu'on soit prudent, comme on disait tout à l'heure. Mais il faut qu'on puisse avoir un mode de fonctionnement, de règlement qui le permette. Hein. Donc aujourd'hui, relever les seuils de publicité, bon voilà, les marchés publics, je le disais, 170 milliards, c'est une façon quand même pour nos PME de créer, en répondant à ces appels d'offres, de créer de la croissance pour elles. Et c'est logique qu'on regarde ça avec plus de bienveillance, me semble-t-il. Alors, sur il y avait le coût du travail. Oui, pardon. qui était la deuxième question. Alors, écoutez, ça c'est un gros sujet. Gros sujet. Bon, je pense que même ça va être un sujet pour la présidentielle. Hein. Parce qu'en France, en effet, quand je regarde avec d'autres pays d'Europe, hein, voilà. Je pense notamment quand on voit le Made in France et pour les vêtements. Hein. Si je voyais des vêtements qui étaient faits au Portugal. Bon, et au Portugal, le coût horaire est moitié moins important qu'en France. Et on est au Portugal, on est en Europe. Après, le sujet, c'est qu'il faudra quand même qu'on se pose tous la question. C'est comment on finance les frais de santé, de sécurité sociale dans ce pays qui augmente parce qu'on a aussi un vieillissement de la population. Et pour l'instant, ils sont couverts par les charges sociales, patronales. Bon, on est, je crois, à 51% entre le net et le brut. Nous étions à 70% il y a 20 ans. Donc, si les budgets comme ça augmentent, il faudra bien, et ça sera un vrai débat, se dire comment on finance les dépenses de santé en France. Parce qu'elles ne pourront pas être tout le temps appuyées sur les salaires. Ça, c'est sûr. Donc là, on a un enjeu de compétitivité par rapport au coût du travail. Et je pense que c'est un gros sujet qu'on ne peut pas résoudre maintenant. Mais vous avez raison de le signaler, parce que c'est un vrai souci pour nos capacités, notamment à exporter. Voilà. Alors, feuille de route tourisme. C'était le sujet tourisme, c'était la question de comment vous vouliez renforcer le revenu. On était à 70 milliards de dépenses, quatrième destination. Oui, alors voilà, c'est ça. Écoutez, le problème de la part de consommation. Hein. Donc alors, quand on se compare un petit peu, j'ai regardé ça, hein, parce que ça m'a moi aussi perturbé. L'histoire, par exemple, mais par rapport à l'Espagne notamment. Alors, on a déjà, parce que la statistique fait qu'on est un pays de passage ici, en France. Donc, il faudrait relativiser par rapport à ça, que l'Espagne est plus un pays, on traverse la France, donc est un pays de destination. Donc, ça fausse un peu les statistiques. Et puis, on a un problème de tension
on n'arrive pas, je vais vous dire, hein, moi c'est un peu le paradoxe, hein, on ne trouve pas tous les endroits touristiques. Alors moi je suis vendéen, hein, c'est vraiment là, et je vis à côté de l'île d'Orée. J'étais à l'île d'Orée la semaine dernière, et pour déjeuner, le patron du restaurant me dit on a un gros problème, je ne trouve plus de collaborateurs, il en cherchait 6. Et donc on a un vrai souci de salariat dans les entreprises touristiques, notamment sur les zones mer-montagne. Et donc là, je n'ai pas la solution toute faite à ça, mais c'est un vrai sujet. Ça nous renverra au sujet des mobilités, hein. Dans ce pays, dans notre pays, on a des difficultés à faire bouger les gens d'endroits où il y a moins de travail vers l'endroit où il y a plus de travail. Et les zones touristiques, sur toute la façade atlantique, c'est des endroits où il y a beaucoup de travail actuellement. Et donc, il faudrait organiser la question des mobilités, Monsieur le Président. Il faudra que le Sénat la regarde. Parce que c'est un sujet aussi de pouvoir d'achat, et donc c'est un sujet qui pourrait répondre à votre question, Madame la sénatrice, parce que le problème des entreprises sur les secteurs touristiques, les métiers sont très, très, très en tension. Voilà. Ça ne répond pas complètement, mais en tous les cas, c'est un diagnostic. Je n'ai pas la réponse à tout, mais je partage le diagnostic. On va essayer de travailler le sujet. Prime d'activité, pouvoir d'achat. Alors, prime d'activité, voilà. Alors, je partage, hein, il faut inciter au travail. Hein, donc, il faudrait que les salariés soient intéressés à la performance de l'entreprise. Ça, j'y tiens beaucoup, qui bénéficient des fruits de la croissance. Hein, et c'est un peu la démocratisation de l'intéressement. En plus, ça crée un sentiment d'appartenance. Il n'y aura pas de fidélité salariale dans une entreprise s'il n'y a pas un lien entre les résultats de l'entreprise et le partage de la valeur pour le salarié. Autrement, il y aura les collaborateurs, ils vont aller à droite, à gauche. Donc, si on veut fidéliser les salariés, il faut que l'on aille vers ce système de partage de la valeur et notamment l'intéressement qui est une solution à la fois de fidélité et de pouvoir d'achat. Alors, plan d'épargne associatif, bon, ça c'est quelque chose, peut-être il faut discuter. Moi, dans les expériences que j'ai pu avoir aussi dans ma vie associative, comme vous en avez, monsieur le sénateur, souvent quand on veut mettre un dispositif salariat, on conjugue l'entreprise à côté de l'association. C'est-à-dire, il y a l'association et l'entreprise. Il peut y avoir l'association qui est la cause, et le salariat peut être porté par l'entreprise. C'est aussi une façon de... Non, mais il y a beaucoup d'associations qui peuvent être organisées comme ça. Je ne dis pas que c'est... il faut faire systématiquement ça, mais c'est intéressant à regarder, parce qu'à ce moment-là, il y a aussi, du côté de l'entreprise, un dispositif de protection, etc., qui peut être plus intéressant que celui de l'association. Parce que l'association, par exemple, n'a pas vocation à distribuer des résultats. Elle ne peut le faire qu'à une autre association. Voilà. Donc, si elle destinait sur ce que je milite, pourquoi je milite, c'est-à-dire l'intéressement, dans ce domaine, c'est plus compliqué dans le secteur associatif. Bon. Oui, bien sûr, on est... Très vite, moi j'avais trouvé une solution mais qui était complexe et j'étais passé par l'inspection du travail qui s'est jugée incompétente pour tout vous dire. J'avais créé un plan d'épargne en action. Parce que l'idée c'est comment valoriser les salariés. Heureusement, les associations font des excédents, c'est pas du bénéfice. Ils le reversent en général pour de l'investissement. Mais je suis désolé, les salariés, j'avais plus de 300 salariés, donc on ne pouvait pas s'associer à une entreprise, ça n'a pas de sens. Donc on était en fait une petite entreprise, 11 millions de budget, bon, voilà. Et je pense qu'il y a vraiment un sujet là, autour de l'association,
trouver une solution qui permette, de toute façon, qui le peuvent, de... Alors ça toucherait, c'est un peu une niche, c'est vrai, moi je m'appelle Oui, non, mais je retiens... Je retiens, écoutez, ce matin on est là pour discuter, pour échanger et puis pour innover aussi. Donc je prends le sujet. Hein. Donc pour l'apprentissage, je réitère un petit peu ce que j'ai dit, la modulation des aides aux entreprises en fonction des diplômes, hein, pourquoi pas. Ça, je pense que accompagner en fonction des diplômes et en fonction de la durée, c'est une bonne idée. Et de la taille, alors en fonction de la taille, c'est fait. Mais là, du coup, il y a, écoutez, il y avait des exemples, par exemple, d'apprentis qui venaient des grandes écoles et qui allaient dans une grande entreprise. On a des cas comme ça. Donc ça, on souhaite quand même l'écarter des aides. Hein. Voilà. Pas subventionner l'entreprise. D'ailleurs, généralement, elle ne le demande pas non plus. Hein. Bien sûr, nous, quand on a fait des auditions toujours sur la commission d'enquête, on a auditionné 31 patrons du CAC 40. Ils nous expliquaient que l'apprentissage, 2 000, 3 000, 4 000 euros sur une année pour prendre un apprenti qui est payé 2 000, 3 000 euros parce que ça fait fonction de cadre, mais à prix moins élevé, c'est pas ça qui va les empêcher d'en prendre des apprentis. Par contre, si on parle du boulanger, du boucher, de l'artisan maçon, etc., surtout, parce que moi je pense que le, entre guillemets, coup de rabot, le réajustement de l'année dernière à hauteur d'1 milliard, c'était 1,5 milliard, sur l'apprentissage était nécessaire. Mais là, quand je vois qu'on veut retourner à hauteur de plus d'1 milliard, on va forcément aller taper les toutes petites entreprises, les artisans, les commerçants. Donc il faudra faire vraiment bien veiller à ça, quoi. Voilà. Alors, Antoinette Gull, puis Anne-Marie Nedelec, et Monsieur le Ministre, si vous voulez bien, vous répondrez. Et à la suite, les deux dernières questions de Michel Canevet et Guillaume Gontard. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je sais donc que vous venez en partie de l'économie sociale, ou en tout cas de l'économie coopérative, et ça tombe bien puisque je voulais aborder ce sujet, et en particulier la transmission d'entreprises. Vous avez évoqué le cas Duralex, et je vais le reprendre devant vous. Quand Duralex a été racheté par ses salariés, ils ont demandé à BPI France de participer au rachat, de faire un emprunt, pour pouvoir racheter. Quand BPI France proposait un emprunt de 6 millions d'euros à un fonds américain pour racheter Duralex, il proposait dans le même temps, l'offre qu'il proposait aux salariés pour racheter Duralex était de 600 000 euros. Et non pas de 6 millions d'euros. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas outillés pour financer les salariés qui souhaitent reprendre leur entreprise. Avec le désastre qui est la pyramide des âges des patrons aujourd'hui, des patrons d'entreprise, nous avons 700 000 dirigeants de TPE, PME. Alors vous disiez 500 000, bon, le chiffre de 700 000 est avancé, qui vont effectivement partir en retraite. Nous savons que nous avons à peu près 30% de nos entreprises qui ne trouvent pas de repreneurs. Cela menace environ 200 000 emplois, ça n'est pas négligeable. Donc moi, ma question, c'est comment allons-nous faire pour donner les outils aux salariés de pouvoir reprendre leur entreprise. Nous savons en plus que quand une entreprise est reprise par ses salariés, en fait, elle est beaucoup plus solide, puisqu'elle a beaucoup moins de chances de fermer dans les 3 années suivantes. Je propose, moi, depuis plusieurs années déjà, un fonds spécifique, parce qu'il faut bien une spécificité aux coopératives qui ne sont pas traitées qui ne sont pas traitées en réalité ni par les banques, ni par les outils dont nous disposons. Il faut un fonds spécifique. Êtes-vous prêt à soutenir la création d'un fonds spécifique pour la reprise d'entreprises par les salariés? C'est ma première question. Ma deuxième question concerne la DGCCRF, puisque j'avais posé cette question au ministre Lescure et il m'avait dit que c'était vous qui en aviez la responsabilité. Donc je vous pose la question. La DGCCRF, donc,
est une direction qui est très précieuse puisque c'est la direction qui fait l'ensemble des contrôles sur l'affaire Nestlé Waters dont j'avais eu à faire la première mission sénatoriale. Nous avons vu que le rôle qu'avait la DGCCRF dans l'ensemble des contrôles de ces entreprises, aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est que la DGCCRF peut correctement faire son travail si elle dispose de moyens. Avez-vous l'intention de renforcer les moyens de la DGCCRF puisque les modes de commerce changent aujourd'hui beaucoup, les modes de contrôle doivent s'adapter et en particulier à un commerce en ligne, à un commerce de plateforme, etc. Et donc, avez-vous l'intention de renforcer la DGCCRF? Troisième point, je voudrais revenir sur l'affaire Shein et cette économie de plateforme. L'État a agi effectivement et a interdit la place de marché Chine, c'est-à-dire a interdit une partie des distributeurs autres que Chine à vendre sur le site de Chine, mais n'a pas interdit Chine en France. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui envahis de produits qui sont des produits de mauvaise qualité. Alors on a tous vu les douaniers en train d'ouvrir les produits Chine, mais les produits Chine sont encore aujourd'hui, malgré l'interdiction, distribués en France. Ce qui n'est pas distribué, ce sont les autres produits pour lesquels Chine sert de place de marché. Ça n'est pas l'interdiction de Chine que vous avez faite. Et je pense que les outils juridiques vous permettaient de faire ce que vous avez fait. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous avons des produits qui arrivent en France, qui ne répondent pas aux normes d'hygiène, de sécurité, de santé françaises. Nous avons des produits qui sont fabriqués avec de l'esclavage moderne en Chine. Nous le savons pertinemment, c'est très bien documenté. Le travail forcé des Ouïghours est très très documenté depuis des années aujourd'hui. Nous avons des produits qui sur le plan environnemental sont nocifs. Nous savons tout cela et pourtant nous continuons à laisser ces produits entrer sur le territoire national et venir détruire notre propre économie, venir détruire ce qu'il nous reste d'industrie textile. Donc je dis, que faut-il faire? En réalité, les États-Unis ont réussi à interdire l'entrée de produits de ce type, Chine ou Temu, sur leur territoire. Pourquoi n'y arrivons-nous pas? Voilà mes 3 questions, j'en aurai une foultitude, mais je sais, là je vois que le président Rittmann me regarde comme ça du coin de l'œil. Je m'arrête donc là, Monsieur le Président, soyez rassurés. C'est surtout que je voudrais que tout le monde puisse poser sa question et vraiment le ministre a un impératif 10h30. Merci. Donc voilà. Merci à vous. D'ailleurs, ce qu'on va faire, si vous le permettez, c'est qu'on va poser les 4 dernières questions dans la foulée. Comme ça, vous aurez une réponse globale, Monsieur le ministre. Donc Anne-Marie Nedelec, ensuite Michel Canavet et on terminera par Guillaume Gontard. Merci. Alors, il faudrait peut-être limiter dès le départ à 2 questions, parce que ceux qui passent en dernier sont toujours lésés. Oui, Monsieur le Ministre, je vais simplement, je ne vais pas innover du tout, j'avais aussi beaucoup de questions, mais je voudrais revenir quand même sur celle de l'apprentissage très rapidement, parce qu'effectivement, on a eu un rebond très salutaire, avec presque 1 million d'apprentis. Ça a changé complètement l'image, enfin il y a encore du travail, mais ça a quand même commencé à changer assez positivement l'image de l'apprentissage face aux difficultés, on va le dire comme ça, pour pas être méchant, de l'enseignement traditionnel et puis aussi au problème de l'emploi des jeunes. Alors c'est à la fois un problème de préservation des savoir-faire, mais c'est aussi un problème d'adaptation rapide que ne permet pas l'enseignement traditionnel. Toutes les entreprises qu'on visite, et en général on voit bien, c'est vraiment de la formation à la demande, même pour un même métier, selon la déclinaison qu'on lui apporte, c'est l'entreprise en fait qui va faire le travail. Alors moi je mets en garde parce que j'entends, alors je suis tout à fait d'accord, les entreprises du CAC 40 n'ont sans doute pas besoin qu'on leur donne une prime ou avoir des apprentis par rapport aux boulangers, aux charcutiers. Mais moi, j'attire quand même l'attention sur des entreprises PME, voire TPE, voire ETI, qui ne sont pas forcément... Enfin, moi, je suis dans un département rural, je vous l'ai dit tout à l'heure, la Haute-Marne, mais qui est quand même très industriel, avec des entreprises qui sont performantes, et qui ont beaucoup de mal à attirer des ingénieurs, etc. Et elles ont besoin
des apprentis. C'est comme ça qu'elles peuvent trouver justement la main-d'œuvre et les compétences dont elles ont besoin. Donc, je ne voudrais pas que ce soit un peu trop radical en disant bon voilà on garde les artisans. Je suis tout à fait d'accord que pour un boulanger ou etc. La prime elle va être importante, mais on élimine les autres. Il faudra quand même faire attention parce que je pense qu'il faut plus s'intéresser à la taille de l'entreprise plutôt qu'au niveau de diplôme. On a besoin d'apprentis diplômés. Moi, j'ai des apprentis ingénieurs. Et bien, je peux vous assurer que les entreprises du secteur qui sont sur alors à la fois dans la, comment dirais-je, sous-traitance automobile, on ne va pas aborder le sujet parce que alors là, on en a pour un moment. Mais aussi sur les implants, par exemple, médicaux, prothèses et autres, et ont besoin. Donc, voilà, attention. Alors, mon sujet, mais ma collègue me l'a un peu... accaparé, on va dire, c'était évidemment les plateformes, puisqu'on a, avec mon collègue qui malheureusement n'est pas là ce matin, de la Meuse, on a rendu un rapport au mois de juin dernier sur le Made in France. Et on a été ravis de constater la semaine dernière, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vraiment le très beau succès du salon Made in France. Mais quand même, nos entreprises, elles doivent concourir avec un bloc de béton à chaque pied, faut quand même le dire. Alors, effectivement, vous avez parlé d'arrêt. Moi, j'ai un petit peu réagi au mot arrêt, parce que pour moi, il n'y a pas d'arrêt du tout. Il y a eu une suspension qu'on avait saluée, je crois, unanimement quand elle a été annoncée, mais malheureusement, on pouvait prévoir qu'elle serait levée, parce qu'en 48 heures, c'était absolument impossible de vérifier tout ce que pouvait distribuer la plateforme Chine. Alors, vous êtes aussi le ministre du pouvoir d'achat, donc j'imagine bien, parce qu'on entend les gens, d'un côté disent mais non, il ne faut pas nous priver de ça, vous vous rendez compte, ça nous permet des économies, etc. Mais c'est vrai que ces prix qui sont alors totalement extraordinairement et anormalement bas, c'est au mépris, effectivement je ne vais pas redire ce qu'a dit ma collègue, mais au mépris de toutes les règles, vous le savez bien, y compris santé, sécurité. Moi je me fais beaucoup de soucis avec Noël qui arrive, ce que vont avoir entre les mains nos chers bambins. Et puis surtout, on n'est pas du tout armé pour combattre. On fait alors, moi j'ai vu aussi les contrôles, mais enfin, un contrôle au colis, c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Il y a des milliers, des centaines de milliers de colis qui arrivent tous les jours. Alors, je pense qu'il faudrait... Est-ce qu'on peut vraiment, parce qu'on peut, moi, il ne faut pas qu'on me parle ni de l'Europe, ni de tout ça. Est-ce qu'on peut modifier radicalement et rapidement nos systèmes de contrôle ? Et est-ce qu'on peut aller jusqu'au déréférencement ? Puisqu'on sait très bien, alors il y a des procédures, mais chez nous, elles sont très longues, et ces plateformes-là sont extrêmement agiles. Donc, est-ce qu'il ne faut pas quand même à un moment taper un grand coup, puisqu'on sait très bien que rien n'est respecté. Et je reprends ce qu'on nous avait dit quand on a reçu un de nos auditeurs, la meilleure règle, c'est celle qu'on applique à tout le monde, y compris aux importateurs. Merci Anne-Marie, on ne pourra pas dire que les derniers n'ont pas eu leur temps de parole. Eh bien, on l'a pris. Bon, pas plus que les autres. Pas plus que les autres. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vais synthétiser. J'avais beaucoup de sujets, mais je vais synthétiser comme Pierre-Antoine Lévy. J'ai la préoccupation notamment des gîtes de France. Alors effectivement, il a évoqué tout à l'heure la loi Hoguet qui empêche les gîtes de France de pouvoir percevoir des acomptes de plus de 6 mois. C'est un décret de 2005 qu'il faudrait modifier pour ça, par la loi, mais un décret de 2005 pour porter à 18 mois, ce qui permettrait de répondre aux enjeux du marché. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, la loi de finances de la sécurité sociale de 2024 oblige les plateformes telles que les gîtes de France à percevoir les cotisations sociales pour leurs ressortissants au profit de l'URSSAF. Enfin, techniquement, c'est compliqué parce que comment savoir qu'en totalité, on a dépassé un seuil de 23 000 € de chiffre d'affaires ?
c'est très compliqué à mettre en œuvre. Donc moi je pense qu'il faut revoir cette question d'obligation pour les gîtes de France, notamment de percevoir les cotisations de sécurité sociale. Et puis sur la taxe sur les petits colis que l'on vient d'évoquer à l'instant, pourquoi se limite-t-on à 2 €? Merci Michel. Guillaume, pour terminer les questions. Merci. Merci, merci monsieur le ministre. D'abord, un petit constat sur la question des défaillances des entreprises. C'est vrai qu'on est quand même sur 2024 une année noire. Je regardais sur mon département, c'est en augmentation de plus de 9% de défaillance, et que par rapport à 2019, on est à plus de 32%. Sénateur de l'Isère, du coup. On est à plus de 32%. On sait qu'il y a un effet de rattrapage après Covid, mais si on regarde, il y a la question de la hausse des matières premières, des taux d'intérêt. Et du coup, on avait réalisé un rapport avec mon collègue Canvet sur le coût aussi de l'énergie. Et notamment le coût de l'électricité et notamment avec la réforme de l'Arenh qui a un impact très important, et notamment un impact sur la décarbonation aussi, puisque aller sur l'électricité ça décarbone, mais du coup avec des contrats qui sont pareil, un manque de visibilité pose un certain nombre de problèmes, et également sur le secteur de l'assurance, avec des entreprises qui ont des coûts d'assurance de plus en plus élevés et avec des difficultés aussi à s'assurer. Donc ça c'est voilà. Vous avez un rapport à disposition sur ce sujet. J'avais un autre aspect. Vous avez beaucoup parlé de stabilité, je pense à juste titre. Et du coup, ma question était comment vous travaillez avec vos collègues. Je pense notamment sur le secteur du BTP et notamment sur ma prime Rénov, sur lequel on a mis un arrêt quasi total. Enfin, j'espère qu'on retrouvera on verra avec le prochain budget, mais j'ai un peu d'inquiétude, même de grosses inquiétudes, et notamment l'impact sur les artisans et les entreprises locales, avec la quasi-suspension de ma prime Rénov, en tout cas le message qui a été envoyé. Et je dirais la même chose sur les ENR. On a énormément de PME qui travaillent sur les énergies renouvelables, que ce soit sur le photovoltaïque, que ce soit sur l'éolien, et que c'est vrai que les choix budgétaires qui sont faits à ce sujet-là ont un impact très important pour ces entreprises. Et puis, juste aussi vous signaler quand même sur le secteur industriel, où on voit quand même qu'on a de très grosses entreprises, à la fois pour des questions spéculatives financières qui se réorganisent, avec des fermetures. Moi, je pense à Vancorex sur le silicium chez moi, aux aciéries de Bonpertuis. Tesser, je vous en ai parlé, mais une entreprise historique depuis 300 ans, dont les ateliers ferment à Crau, le Ferroglobe, Photowatt, etc. Et en fait, c'est surtout à chaque fois l'analyse en termes d'effet domino sur les territoires, puisque les sous-traitants, les entreprises qui travaillent autour de cet écosystème, et du coup, quelle veille on peut mettre en place par rapport à ça. Et je pense qu'il y a une grosse nécessité. Et puis pour terminer, juste un point sur le tourisme, puisque vous en avez parlé. Une petite alerte quand même sur le sujet station de ski en moyenne montagne, avec énormément de stations qui sont en difficulté, qui doivent avancer sur la transition, sur l'absence de neige, et donc revoir totalement leur schéma économique, et la nécessité de l'ingénierie, de l'accompagnement. Le seul moyen de financement était le FNADT, qui a failli être supprimé l'année dernière. J'espère qu'il sera conservé cette année. Voilà, merci. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, je vous laisse répondre de façon globale à l'ensemble de ces questions. On aurait pu également parler, mais je ne vous lance pas sur le sujet, c'est juste pour vous donner l'information de ce fameux seuil de TVA des micro-entreprises. Sachez que la délégation aux entreprises a lancé, j'ai mis 2 rapporteurs sur un rapport, une mission d'information sur l'entreprise individuelle en termes généraux, à l'intérieur desquels il y aura un gros chapitre. Le travail est en train de se faire, les auditions sont en train de se faire, le rapport sortira début d'année prochaine. Voilà, sur ce sujet notamment, qu'on puisse prendre des décisions éclairées. Oui. Et donc on sera à même de pouvoir échanger sur le sujet. Je suis intéressé, voilà. Intéressé par le sujet, voilà. Bien sûr. Merci. Alors, sur les transmissions, d'abord reprise, Madame la sénatrice, sur les scopes, il faut donner des outils de financement. Ça, c'est sûr, pour la reprise par les salariés. J'en ai parlé tout à l'heure. Elles existent quand même pour les scopes. Enfin, elles ne sont pas connues, mais elles existent. La BPI notamment. J'ai parlé du crédit coopératif. J'ai parlé des banques mutualistes. Je vais
être porteur de ce message aussi de votre part avec elle, parce que c'est un sujet, moi évidemment, que j'ai vécu. Moi, j'ai pu reprendre des entreprises dans ma vie que parce que j'ai été accompagné par des fonds destinés aux coopératives. Autrement, j'aurais pas pu. Donc, ils portent des garanties, qui font des quasi-fonds propres et surtout qui garantissent. Ça coûte un peu, mais c'est drôlement utile. Donc, je prends le sujet parce que, en effet, on voit qu'il y a un engouement pour les scopes et ça marche. Voilà. Bon, il y a une mission reprise aussi qui a été lancée à Bercy qui regroupe toutes les parties prenantes aussi pour faire des propositions. Pour la DGCCRF, merci quand même à la DGCCRF, puisque c'est quand même elle qui s'est occupée de ce constat pour ces plateformes avec les produits non conformes et elle est mobilisée. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est que bien sûr qu'elle a besoin de moyens adaptés surtout. Parce qu'il lui faut des moyens en intelligence artificielle et en gestion des données. Et je suis allé l'autre jour visiter la DGCCRF avec sa directrice générale, Sarah Lacoche. Et moi, j'étais surpris de voir tout le dispositif de système d'information très sécurisé et qui est capable d'aller voir, d'aller chercher les produits illicites, même parfois en amont, qui est capable aussi de faire des enquêtes. Alors, elle a plus besoin, sans doute, de ces moyens-là, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas de besoin de moyens humains, mais en tous les cas, moi, je suis attentif à sa capacité à bien gérer, à partir de l'intelligence artificielle et des systèmes d'information, toutes les filières illicites, notamment. En période de restriction budgétaire, c'est voilà, un peu difficile de tout de suite voter des compléments au niveau des collaborateurs. Néanmoins, on a aussi un travail qui se fait avec les douanes, en concertation, en mobilisation, qui est un travail de synergie intéressant. Chine. Alors, la plateforme Chine, écoutez, on a quand même une victoire qu'il faut saluer parce que la marque... Non, mais jusqu'à maintenant, il se faisait pas grand-chose, là, pour le coup. Bon, enfin, voilà. La DGCCRF, quand même, avait un dossier de 190 millions sur Chine, quand même, avant qui est toujours d'actualité. Bon. Le dossier est entre les mains du parquet. Réponse le 26 novembre. Voilà. Je note que d'autres pays d'Europe s'emparent du sujet avec détermination. On sert d'exemple. On est regardé, la France est regardée de ce côté-là, sur son initiative. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la Suède est en train de regarder sur Amazon. Il y a des produits aussi, des poupées pédopornographiques vendues sur un site en Suède. Ils sont en train de regarder. Nous faisons du partage d'expérience et moi je veux vraiment mobiliser tous les acteurs européens sur ce sujet pour qu'on soit au bon niveau, le niveau européen. Et on va activer aussi la taxe donc en 2026 des 2 € par... Non mais c'est déjà un début. C'est un début. Non mais... le combat continue, comme dire. Mais c'est mais c'est le début. Et si on arrive à se mettre d'accord au niveau européen, je peux vous dire qu'on va avoir des résultats de ce point de vue-là. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, on est très mobilisés et les services de l'État sont mobilisés. Peut-être répondre sur la taxe petit colis. Alors, la taxe petit colis, elle est donc... Elle va se mettre en route en début 2026. Oui, mais c'est, comme dire, on ne peut pas, dans un premier temps, Monsieur le Président, on ne peut pas aller au-dessus, parce qu'autrement on serait en désaccord avec l'Europe. C'est quand même... Oui, on est d'accord. Mais on peut jouer les deux tableaux. On va commencer à mettre un pied dans la porte avec notre taxe à 2 €, qui est par catégorie d'articles.
Donc c'est quand même important, hein, parce que je vois entre nous, quand on allait ouvrir les colis à Roissy, on s'est aperçu aussi que ça nourrissait pas que pour la consommation individuelle, mais que ça nourrissait aussi de la revente derrière. Donc il y avait beaucoup de produits. Moi j'ai vu un colis où il y avait une centaine de flacons de vernis à ongles. Bon, ça veut dire que là, par exemple, la taxe de 2 €, elle serait puissante, si on peut dire, sur le nombre d'articles. Donc voilà. Donc on est déterminé là-dessus. Les services de l'État, au niveau de l'Europe, la taxe petit colis, le parquet qui est saisi, tout le dispositif est en route. Hein. Quand même. Voilà. Défaillance d'entreprise, coût de l'énergie. Pour l'électricité, il y a un rôle du médiateur, hein, qui va être déterminant. Pour les assurances, c'est le PJL simplification. Je dirais, moi, je pense qu'on était à un pic de défaillance. Hein. Il y a aussi la contrepartie. Regardez, mais je voudrais attirer votre attention. 2025 va battre malheureusement le record de 2024. Oui. J'attire votre attention, et on en a parlé, Monsieur le Président, sur aussi ce qui est bien, c'est la facilité avec laquelle on a créé une entreprise, une auto-entreprise. Souvent, bon, il y a des expériences qui sont courtes aussi dans ce domaine, ce qui est bien, hein. Moi, parce que bon, ça permet de mettre le pied à l'étrier à beaucoup d'entrepreneurs, mais il y en a aussi qui disent qui arrêtent l'expérience parce que voilà. Monsieur le ministre, je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais on a quand même un signal très alertant. C'est que de plus en plus de belles PME et des ETI, se trouvent maintenant en difficulté. C'était pas connu, hein. Oui, donc voilà, c'est très alertant. C'est sûr que bon, ça c'est quelque chose auquel je vais porter attention. J'ai bien entendu les défaillances d'entreprises, notamment des entreprises que je connais bien. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder. Je prends le message en tous les cas. Hein. Notamment, je pense au groupe Tesser dont vous avez parlé, c'est des entreprises que je connais bien. Je vais regarder plus précisément ces entreprises-là. Concernant ma prime Rénov', donc nous continuons à soutenir la rénovation énergétique. Bon, pour ma prime Rénov' spécifiquement, il y a eu beaucoup de fraude. Voilà, donc c'est aussi à regarder. C'est pour ça qu'il y a eu un gel un petit peu. Voilà, et donc il faut recentrer le dispositif sur des gestes plus utiles. Hein. Voilà. Écoutez, je crois, j'ai une commémoration à Bercy qui est très importante pour moi aussi. Je vous remercie vraiment de la qualité de notre échange, de notre dialogue. Comme on dit en Vendée, on sera de revue et je reviendrai vous voir avec grand plaisir. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, chers collègues. Je vous propose très rapidement une photo avec l'ensemble des membres. Et en Haute-Saône, en Franche-Comté, notamment en Haute-Saône, Monsieur le Ministre, on dit à la revoyure. Merci.